bonjour, je suis ravi d'être là pour parler avec vous d'avenir, parce qu'on parle d'avenir avec le transport aérien. Et mon système marche, voilà. Alors, et pourtant, si vous voulez, je me pose la question, est-ce que je suis bien à ma place? Parce que quand je regarde aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre provoquées par l'aviation mondiale, ça représente 2%, seulement 2%. Alors on pourrait se dire, 2%, pourquoi on s'en occupe? On a d'autres chats à fouetter, les aéroports c'est compliqué, les avions c'est compliqué, et la croissance est forte. Et justement, le pourtant, c'est la croissance. La croissance du monde aérien, du transport aérien, est aujourd'hui extrêmement importante. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, on va doubler notre trafic dans les 20 ans à venir. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a à peu près 17 000 avions commerciaux, on passait de 17 000 à 35 000, et on pense que d'ici 2050, il y aura la construction d'à peu près 1500 aéroports internationaux dans le monde. Donc voilà une raison suffisante en elle-même pour que le transport aérien, le monde de l'aérien s'intéresse évidemment à la lutte contre les gaz à effet de serre, puisqu'aujourd'hui c'est 2%, mais demain ça sera sans doute beaucoup plus, si on ne fait rien. Mais il y a une deuxième raison. Alors, sur la croissance, je reviens, juste pour vous illustrer le propos. Aujourd'hui, historiquement, il y avait deux grands pôles dans le monde aérien, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et évidemment, les relations transatlantiques entre Amérique du Nord et Europe. Et la croissance reposait sur ces deux grands pôles et leurs relations. Depuis les années 90, évidemment, on a une croissance extrêmement forte en Asie, et donc il y a un troisième pôle qui est en train d'émerger et d'accélérer tous les jours. Et on le voit sur cette slide, où finalement on voit que c'est envoyé en 2014. En Inde, il y a à peu près 7 voyageurs pour 100 habitants. En Chine, PRC, ça veut dire République populaire de Chine. Donc en Chine, aujourd'hui, il y a 30 voyages pour 100 habitants, alors qu'en Europe, on est à 120 et qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord, on est à 160. Et donc on voit la marge de progression que ces pays d'Asie ont pour faire croître le transport aérien, sachant que ce transport aérien en Asie est terriblement tiré par l'émergence des classes moyennes, que ces classes moyennes font beaucoup de tourisme et qu'évidemment, elles tirent la croissance mondiale. Donc voilà, cette croissance est extrêmement forte, et si on ne fait rien, évidemment, de nos 2% de gaz à effet de serre, on va passer à 3, 4, 5, voire plus, et donc il est indispensable que l'ensemble du secteur aéronautique s'intéresse à la lutte contre les gaz à effet de serre. Mais il y a une deuxième raison. Il y a quelques mois, j'étais au Salon du Bourget, et au Salon du Bourget, on avait une conférence où on signait un accord entre le groupe Air France KLM, le groupement des industries aéronautiques françaises et Aéroports de Paris sur nos engagements en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Et Laurent Fabius était là et a fait un discours, et Laurent Fabius a cité Ban Ki-moon, à qui on avait posé la question il y a quelque temps, quel est le plan B si on n'arrive pas à lutter contre ces gaz à effet de serre? Et Ban Ki-moon a répondu, mais il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Et donc ça pose la question d'une manière complètement différente. Ce n'est pas uniquement un problème de croissance de l'aéronautique, c'est un problème beaucoup plus fondamental pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas de solution de rechange. Si nous ratons le coche, où ira la planète? Personne ne le sait. Et cette deuxième raison fait que la lutte contre les gaz à effet de serre, c'est une lutte de chacun d'entre nous, et que même si chacun d'entre nous représente une infime partie des émissions de gaz à effet de serre, il est de notre devoir absolu, pour nos enfants, comme ça a été dit auparavant, pour la sauvegarde de notre planète, de lutter. Alors, le transport aérien a depuis longtemps commencé en fait à lutter contre les gaz à effet de serre, alors je dirais indirectement, à travers les économies d'énergie, et en particulier depuis le choc pétrolier de 1973, puisque depuis ce choc pétrolier, dans le coût d'exploitation d'un avion ou d'une ligne aérienne, en gros 30% de ces coûts sont des coûts de fuel, donc de kérosène. Et donc, depuis longtemps, en effet, les avionneurs se sont attaqués au problème de l'économie d'énergie. Et on voit d'ailleurs qu'entre les années 60, où on consommait à peu près 10 litres aux 100 km par siège, on est aujourd'hui, avec les avions qui sont en train de sortir, la 350, le Dreamliner de Boeing, de l'ordre de 2 litres. C'est-à-dire qu'on a divisé par 4 la consommation aux 100 km par siège. Donc déjà une performance assez incroyable. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la croissance est très, très, très forte aujourd'hui. Pour vous donner un autre chiffre, ces 10 dernières années, on a à peu près multiplié par 100%, on a doublé donc le nombre, le trafic
en nombre de kilomètres des avions, et on a augmenté la facture de carburant, enfin le volume de carburant de 30%. Donc vous voyez, on a quand même augmenté. Alors, on s'est engagé, là je vous montre un graphique qui vous montre l'engagement français en particulier, à travers de Air France KLM, le groupement des industries aéronautiques françaises et Aéroports de Paris. On s'est engagé à ce que notre croissance soit neutre en carbone à partir de 2020. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide, c'est évidemment pas un seul facteur sur lequel il va falloir travailler. C'est sur une multitude de facteurs, c'est en fait sur toute la chaîne. Alors je ne vais pas aller dans le détail de tous les sujets technologiques et d'innovation technologique qui sont derrière ça. Je vais en citer peut-être 2 ou 3. Des travaux sur les matériaux pour alléger les avions, hein, matériaux composites à base de fibres de carbone, à base de céramique. Des travaux qui sont faits sur l'aérodynamique des avions, sur le système d'ailes, des travaux qui sont faits évidemment de manière de plus en plus importante sur les biocarburants et sur l'hybridation des moteurs, sachant que sur ce dernier sujet, c'est un sujet assez compliqué puisque les avions ont besoin d'avoir des carburants qui sont beaucoup plus énergétiques que sur le transport terrestre, et donc on n'a pas tout à fait la même gamme de possibilités dans l'aéronautique qu'on l'a dans les transports terrestres. Mais néanmoins, tous ces sujets sont des sujets extrêmement importants. Alors, si maintenant on regarde l'aéroport, les aéroports, on est la toute petite partie, hein, on est la toute petite partie de cette chaîne du transport aérien en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et on est la toute petite partie, on représente en gros 5% des 2% dont je vous parlais tout à l'heure. Mais néanmoins, Aéroport de Paris, vous voyez, c'est 1 TWh par an. C'est en gros la consommation électrique de la ville de Rennes, donc 200 000 habitants. Et si chaque aéroport de l'équivalent de 200 000 habitants doit faire des efforts pour justement contribuer à sa façon à réduire ses gaz à effet de serre. Et pour cela, on a une même chose, une multitude d'actions. Je dirais la première action qu'on a, c'est de construire des bâtiments, notamment des terminaux qui sont aujourd'hui HQE ou BRIM, donc des terminaux qui ne sont pas à énergie positive complètement, mais qui sont à énergie neutre. On a aussi évidemment des mesures, et on a commencé ça il y a une dizaine d'années, sur notre production d'énergie. À peu près aujourd'hui 50% de notre énergie électrique est une énergie verte. On a à Orly développé une centrale de géothermie. Cette centrale de géothermie produit à peu près 25% de la chaleur nécessaire pour chauffer l'aéroport d'Orly. À Charles de Gaulle, on a développé une centrale à biomasse qui a produit à peu près 25%. Donc vous voyez, on a beaucoup de mesures techniques. Ce sont des mesures qui ont commencé il y a une dizaine d'années chez nous, une quinzaine d'années même, et qui ont permis aujourd'hui de réduire en 10 ans à peu près notre facture, je dirais, de gaz à effet de serre d'à peu près 25%. Évidemment, il faut aller plus loin. Nous avons de nouveaux programmes, en particulier tout ce qui est éclairage. Nous travaillons à remplacer progressivement toutes nos ampoules classiques traditionnelles par des LED. Nous y ajoutons évidemment avec la révolution numérique de l'éclairage intelligent. Actuellement, nous testons par exemple des systèmes d'éclairage de post-avions numérisés, ce qui permet de les éteindre quand il n'y a pas d'avion en gros, et donc d'avancer sur cette économie d'énergie qui est très importante pour limiter ces gaz à effet de serre. Mais je voudrais dire, au-delà de toutes ces mesures techniques et de l'innovation qui est au cœur de ces métiers-là, pour nous, le plus important, et pour moi le plus important, c'est en réalité le côté managérial. En fait, nous vivons chez nous, chez Aéroports de Paris, une véritable révolution managériale. Tous les managers aujourd'hui, avec l'arrivée des jeunes générations par exemple, sont convaincus que le sujet de la limitation de ces gaz à effet de serre est un sujet qui est aussi important que la rentabilité, aussi important que la qualité de service pour les clients. Et ce, d'autant plus qu'on peut allier les trois. Alors, je vais vous donner un exemple qui est illustré dans cette slide. Il y a quelques années, on a mis en place un système collaboratif qui s'appelle le Collaborative Decision Making. Ça a été mis en place, conçu il y a une dizaine d'années et vraiment mis en place depuis 5-6 ans. Historiquement, traditionnellement, sur un aéroport, vous avez trois acteurs. Vous avez l'aviation civile, les autorités de l'aviation civile qui s'occupent de la réglementation, de la régulation, mais aussi de tout ce qui approche évidemment des avions et circulation des avions à terre.
vous avez les compagnies aériennes, puis vous avez l'opérateur aéroportuaire. Historiquement, ces trois grandes entités travaillaient évidemment de concert, c'était important, mais travaillaient de manière très silotée, de manière très procédurale. Alors on est dans un monde complexe, donc il est important d'avoir des procédures sûres, mais finalement travailler extrêmement peu de manière collaborative en temps réel. Et ce système de collaborative decision making a été en fait un système qui consiste à mettre, et là je vous donne un exemple parce qu'il y a plusieurs facettes dans ce programme, à mettre ensemble les gens, et en particulier des experts de ces trois entités, pour qu'en temps réel, ils puissent prendre des décisions. Et là, vous voyez par exemple les écrans qui sont sur ce mur d'image, sur ce mur d'écran plutôt. Vous avez tous les systèmes informatiques de chacune de ces trois entités, plus la météo, qui sont renvoyés en direct. Et les experts qui sont sur cette table, qui sont de chacune de ces entités, peuvent en temps réel, tous les jours, prendre des décisions. Et en particulier, il y en a une qui est très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, dans des aéroports comme Charles de Gaulle par exemple, l'heure à laquelle exactement les avions sont envoyés pour prendre leur envol n'est plus l'heure théorique de l'avion prêt, mais est un horaire qui est constamment et de manière dynamique recalculé, de telle manière à ce qu'aucun avion ne soit dans une file d'attente avant de décoller, ou relativement peu. Alors ça, c'est un système qui paraît tout simple, qui est un système qui a coûté extrêmement peu d'argent. Les systèmes informatiques existaient, les experts existaient, il y a eu la salle, mais les salles, on en a pas mal, mais qui a permis finalement d'avoir un système extrêmement positif. Positif de trois manières. Positif d'abord parce que pour la compagnie aérienne, on a économisé en gros 20% le temps de roulage, donc à peu près autant en consommation de carburant, donc une facture énergétique beaucoup plus faible pour la compagnie aérienne. Positif pour évidemment les émissions à gaz à effet de serre qui sont la conséquence de ce carburant brûlé. Et extrêmement positif aussi pour le passager qui va passer à peu près 10 minutes de moins en moyenne dans son avion à être dans la file d'attente en attente de décoller. Et donc voilà un système tout simple, managérial, qui démontre la possibilité d'améliorer substantiellement dans un cercle vertueux, donc dans une économie positive, notre façon de gérer les aéroports. Et même si finalement, on doit économiser quelque chose comme 10%, et que 10%, ce n'est pas énorme, globalement, sur le vol, c'est quand même le cumul de toutes ces petites modifications et la culture qui est derrière, qui va nous permettre, je pense, de gagner demain le combat pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, en conclusion, je voudrais donc dire que, finalement, c'est l'affaire de tous, cette lutte contre les gaz à effet de serre, évidemment les grands industriels, mais évidemment dans chacune des industries, chacun d'entre nous. Et je voudrais pour finir citer cette citation de Léonard de Vinci, prémonitoire, qui disait « Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre ». Merci. Merci Patrick.